sur le plateau de Rabat. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Voici les titres. À la une, ouverture aujourd'hui des travaux de la 13e rencontre de haut niveau Maroc-France à Rabat. L'événement se tient sous la coprésidence du chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani et du Premier ministre français Édouard Philippe. Ils ont salué l'excellence et la solidité des relations liant les deux pays. Plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés. À Bonn, en Allemagne, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a prononcé aujourd'hui un discours. C'était en ouverture de la session de haut niveau de la journée éducation de la COP23. Selon la princesse Lalla Hasna, la protection de l'environnement est au cœur du développement du Maroc. C'est bien la peinture la plus chère du monde. Un tableau de Léonard de Vinci a été adjugé hier 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York. Et dernier tableau du maître encore en possession d'un collectionneur privé a laissé loin derrière les femmes d'Alger. On commence donc ce journal au Maroc. C'est parti pour les travaux de la 13e rencontre de haut niveau Maroc-France à Rabat. L'événement se tient sous la coprésidence du chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, et du Premier ministre français Édouard Philippe. Pour Saad Eddine El Othmani, les relations entre les deux pays devront se développer davantage sous l'impulsion du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron. De son côté, le Premier ministre français a salué l'excellence et la solidité des relations liant les deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés. Le récit est signé Salma Saïdi. Une rencontre maroco-française de haut niveau. Le Premier ministre français Édouard Philippe est arrivé au Maroc pour une visite officielle qui doit durer 2 jours. Une occasion d'évoquer ensemble la coopération bilatérale très riche et de la faire évoluer de façon significative. Édouard Philippe a été accueilli par le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani. Cette rencontre à laquelle prend part une importante délégation ministérielle française ainsi que plusieurs membres du gouvernement marocain est destinée à imprimer un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnelles et exceptionnelles qui lient les deux pays, mais aussi à intensifier le dialogue politique bilatéral. La France a réaffirmé son soutien au plan marocain d'autonomie comme base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara. La France a également réitéré son soutien aux efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique à cette question. Rabat et Paris ont également relevé la convergence des efforts respectifs de promotion d'une nouvelle politique migratoire à l'échelle régionale et internationale, notamment dans le cadre de l'Union africaine, de l'Union européenne ou du processus de Rabat. Le Maroc et la France, qui partagent l'objectif d'une réduction des flux migratoires irréguliers, conviennent d'intensifier leur coopération dans ce domaine, notamment en matière de contrôle des frontières, de lutte contre les filières et de réadmission des personnes en situation irrégulière. À Srerat, maintenant, le Forum économique Maroc-France est ouvert aujourd'hui. Le thème retenu, bâtir les ponts pour la croissance et l'emploi. Une initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc organisée en partenariat avec le mouvement des entreprises de France. C'est un reportage de Saharou Mimoune et Younes Missouri sur un récit de Salma Saïdi. En marge de la visite officielle du Premier ministre français Édouard Philippe, la CGEM et son homologue français, le MEDEF, organisent le Forum économique Maroc-France. En plus d'être un cadre de rencontres et de débats entre entreprises marocaines et françaises, cet événement a surtout été l'occasion d'exposer la vision du partenariat économique entre les deux pays. Le Maroc marque des points en développement économique. Plusieurs opportunités d'investissement se présentent aux investisseurs français. Nous devons donc renforcer la dynamique participative entre les investisseurs marocains et français, mais aussi les opportunités dans le continent africain. Les entreprises françaises sont technologiquement bonnes. Les entreprises françaises sont technologiquement innovantes. Les entreprises françaises ont de bons ingénieurs. Et maintenant, je reprends exactement la même phrase en remplaçant le mot française par marocaine. Les entreprises marocaines sont excellentes. Une rencontre qui réunit un nombre important de personnalités du monde de l'économie et des entreprises afin d'étudier les modalités de coopération économique et les horizons d'investissement entre le Maroc et la France. Des accords et des projets étaient au menu de ce forum pour un partage d'expériences fructifiant.
Nous avons 6 secteurs au Maroc, entre le numérique, l'agroalimentaire, l'industrie, les infrastructures et le tourisme. Et pour ça, la France doit plus faire des co-investissements avec les investisseurs marocains. Il y a des tas de choses à faire, notamment dans la ville. Le forum a été l'occasion d'approfondir la coopération franco-marocaine sur le plan économique. La France a d'ailleurs toujours été une amie du Royaume dans tous les secteurs vitaux. Retour maintenant sur les travaux de la 13e rencontre de haut niveau Maroc-France à Rabat avec l'analyste Driss Essaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a dit dans le journal, l'événement se tient sous la coprésidence du chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani et du Premier ministre français Édouard Philippe. D'abord, quel est l'aspect stratégique de cette visite du Premier ministre français au Maroc? C'est une réunion extrêmement importante parce qu'elle vient redonner vie à un élan de coopération qui a connu quelques soubresauts par le passé, mais aujourd'hui, il y a l'affirmation de la nature stratégique de cette coopération entre le Maroc et la France à tous les niveaux. Au niveau de l'État français et de l'État marocain, l'affirmation que le Maroc est un allié stratégique pour la France, particulièrement en ce qui concerne l'investissement direct et aussi en ce qui concerne tout le volet de la coopération, qu'elle soit nord-sud ou sud-sud. Et c'est pour cela que cette visite et cette session de la Haute Commission mixte est un événement important et stratégique dans les relations des deux pays. Alors, Monsieur Essaoui, on a parlé politique, aspect stratégique. Maintenant, on parlera économie. On sait qu'aujourd'hui, plusieurs accords de coopération ont été signés entre le Maroc et la France. À titre d'exemple, une déclaration d'intention relative à la coopération dans le domaine du numérique, signée aujourd'hui par Moulay Hafed El Alami, donc ministre de l'Industrie et de l'économie numérique marocain, et le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'économie et des finances. Quel avenir pour la coopération économique entre le Maroc et la France? La France et le Maroc sont dans une phase d'accélération de leur développement, chacun de son côté. Nous savons que la France compte beaucoup sur le secteur du numérique, le Maroc aussi. Nous avons une stratégie d'accélération industrielle et le numérique est quelque chose sur laquelle le Maroc peut compter. Pourquoi? Parce qu'on a des ressources humaines qualifiées, nous avons des opportunités, nous avons même des champions marocains qui s'exportent à l'international. Et le fait d'avoir justement ce mémorandum d'entente va pouvoir donner aux entreprises marocaines et aux entreprises françaises la possibilité de travailler dans un cadre bien sûr concerté, mais surtout travailler ensemble, que ce soit pour le Maroc ou à l'international. Parce que les marchés du numérique, c'est des marchés qui ne sont pas de taille nationale, c'est des tailles, si vous voulez, supranationales. Et à ce moment-là, toute coordination est la bienvenue. Alors, Monsieur Essaoui, qu'en est-il maintenant de l'Afrique? On sait que ce continent donc, est au cœur des priorités du Maroc, du côté économique, sécuritaire aussi, pour la France également, où en est l'Afrique dans cette coopération bilatérale entre le Maroc et la France. Vous avez raison de poser la question, parce qu'à un certain moment, on a vu que le Maroc est parti avec la stratégie bien connue, portée par le roi Mohamed VI, et on a vu toutes les avancées que le Maroc a pu faire, justement, par ses propres moyens. La France, il y a ce qu'on appelle la France-Afrique, je pense que c'est une politique qui a fait son temps, et aujourd'hui, la France peut compter sur le Maroc, comme il le déclare, comme étant une plateforme pour les investissements, mais aussi comme étant un partenaire important dans la région qui va pouvoir travailler la main dans la main avec la France et avec d'autres pays pour mettre en place des stratégies de lutte contre le terrorisme. Mais surtout, sur le plan économique, ça permet d'aller... parce qu'en fait, l'Afrique est une terre promise pour beaucoup de pays. La Chine, Israël, etc. Maintenant, comment, si on se présente en rang dispersé, on ne peut rien faire. Si on se présente justement avec cette stratégie de coopération bilatérale en amont, ça peut donner des fruits, surtout que la France a une longue histoire avec l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Driss Essaoui, pour ce décryptage en direction Bonn à présent, en Allemagne. Et on revient sur la déclaration, donc la déclaration prononcée aujourd'hui par la princesse Lalla Hasna, présidente
présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. La protection de l'environnement est d'ailleurs au cœur du développement du royaume depuis l'accession du roi Mohamed VI au trône. C'était en ouverture de la session de haut niveau de la journée éducation de la COP23. Dans un discours prononcé donc à cette occasion, la princesse Laila Hasna a parlé d'une étape solennelle franchie en 2011. La constitution marocaine a consacré le droit à un environnement sain et au développement durable. Les questions environnementales en général et celles du climat en particulier figurent parmi les priorités de l'engagement et de l'action du Royaume du Maroc au sein du cadre multilatéral, toujours selon la princesse Laila Hasna. Au Zimbabwe, à présent, la situation est toujours incertaine. Le chef de l'opposition a appelé le président Robert Mugabe à démissionner. Cet appel intervient après le coup de force de l'armée qu'il a assigné à résidence dans la nuit de mardi à mercredi. Le président Robert Mugabe n'a pas tardé à répondre. Il a refusé de démissionner lors d'un entretien aujourd'hui avec des généraux. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé. L'UA n'acceptera jamais un coup d'État militaire au Zimbabwe. Et pour en savoir plus sur la situation au Zimbabwe, je vous propose le décryptage de Mohamed Chkoundi. Il est enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines à Rabat. Écoutons-le. D'abord, est-ce qu'on peut s'attendre au pire? Ça dépend, parce qu'on ne peut pas tabler sur l'avenir, on ne peut pas parier sur l'avenir, parce qu'il y a une grosse turbulence. Ici, il y a beaucoup de variables. La première variable, comme je le disais tout à l'heure, c'est la faction soutenue par les militaires, c'est-à-dire Emerson Mnangagwa. Comment ils vont s'y prendre, comment ils vont se comporter. La deuxième faction, c'est celle un petit peu défendue par, par Grace Mugabe. Comment il va se comporter? Est-ce qu'il va y avoir d'abord un consensus au niveau de la ZANU-PF? Parce que maintenant, les déchirures, les tiraillements sont en train de la ZANU-PF. Ça, c'est la première variable. Et personne ne peut prétendre de quoi ça va déboucher, sur quoi ça va déboucher. Deuxième élément, c'est au niveau de l'opposition. Nous avons vu aujourd'hui le retour de Tsvangirai, un opposant historique, c'est-à-dire à la ZANU-PF. Et donc, bien évidemment, tous les candidats sont en train de se positionner. Et l'enjeu principal étant d'assurer d'abord le départ de Mugabe, parce qu'il continue à refuser, ce qui ouvre la porte grand à tout ce qui est spéculation par rapport à ce que le Zimbabwe leur réserve pendant les jours qui arrivent. Et le deuxième élément, c'est-à-dire, est-ce que les parties prenantes au niveau de Zimbabwe, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile et j'en passe, vont se mettre d'accord pour que la transition puisse se passer pacifiquement. L'autre élément, pour répondre à l'autre partie de votre question, par rapport, est-ce que nous assistons au retour du coup d'État? Je ne pense pas, parce que il faut dire au passage que l'Afrique a connu des évolutions importantes d'un point de vue institutionnel, mais il y a des exceptions, et le Zimbabwe, c'est une exception, tout simplement parce que nous avons affaire, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons affaire à un dirigeant, le Zimbabwien, ils le disent eux-mêmes, qui expriment un mécontentement général. Ils disent qu'ils n'ont connu qu'un seul dirigeant, c'est-à-dire Robert Mugabe, depuis l'indépendance de pays survenue en 1980. Donc, retour des coups d'État en Afrique, je ne pense pas, mais il y a aussi des exceptions où certains pays continuent à connaître, c'est-à-dire une personnification des règles de jeu. Il n'y a pas une démocratisation des systèmes, d'autant plus que le régime Mugabe plutôt, a précipité le pays dans une crise économique. Nouvel épisode dans la crise politique au Liban. Cette fois-ci, le Premier ministre démissionnaire Saad Hariri se rendrait très bientôt en France. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue d'un entretien aujourd'hui à Riyad, la capitale saoudienne, avec le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. La France cherche à trouver une issue à la crise née de l'annonce le 4 novembre à Riyad de la démission choc de Hariri. Son sort a fait l'objet d'intenses spéculations et d'informations contradictoires. Écoutons à ce sujet l'analyse du général François Chauvency, expert en questions stratégiques. Il y a à la date d'aujourd'hui une longue tradition d'amitié entre la France et le Liban. Elle date des années 1860, quand Napoléon III est intervenu pour protéger les Maronites contre les Druzes. Depuis 1978, la France est présente au Sud-Liban dans les casques bleus pour justement participer à l'effort de paix. Et enfin, que voit-on aujourd'hui avec la diplomatie française? C'est le retour d'une France qui a une diplomatie. Monsieur Hariri est un ami de la France et s'en est toujours revendiqué. Donc il est tout à fait normal que la France, par cette tradition d'amitié, renvoie un petit peu cette possibilité pour calmer le jeu, oserais-je dire, de telle façon que effectivement monsieur Hariri puisse démontrer qu'il n'est pas prisonnier d'une part et que d'autre part la France peut aussi participer à
à la paix. Et je pense que la France d'ailleurs est bien acceptée par le peuple libanais en général et ses élites. Donc je trouve que c'est tout à fait légitime que la France soit positionnée comme médiatrice dans cette affaire. Parlant politique en Allemagne, à présent, la chancelière Angela Merkel peine à former une coalition. Il a reconnu aujourd'hui l'existence de désaccords profonds entre conservateurs, libéraux et écologistes. Les négociations en cercle restreint ont repris cet après-midi. Depuis près d'un mois, ces partis aux positions souvent très éloignées ont mené des discussions tendues. La politique migratoire est l'un des principaux points de désaccord dans un pays qui a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile depuis 2015. En Europe, toujours cap sur l'Espagne. Cette fois-ci, la crise catalane commence à affecter le secteur du tourisme dans une région pourtant très prisée d'habitude. Les commerçants et hôteliers de Barcelone s'alarment d'une baisse de leur activité. La chute des ventes en octobre est allée jusqu'à 30% selon le représentant. Et pour cause, les manifestations qui ont eu lieu le mois dernier dans le centre-ville. Les associations des commerçants appellent les autorités administratives à prendre des mesures pour promouvoir la destination Barcelone et réactiver l'économie de la ville. Parlons culture, à présent, une convention de partenariat a été signée aujourd'hui à Rabat dans le cadre de la visite officielle au Maroc de la délégation française. Elle porte sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine muséal. La convention a été signée par la ministre française de la Culture et de la Communication, Françoise Nyssen, le président de la Fondation nationale des musées Mehdi Qutbi, le directeur de l'Institut français du Maroc, Jean-Marc Berton, et le directeur de l'Institut national du patrimoine, Philippe Barba. Elle vise cette coopération à former les conservateurs et les techniciens dans les musées sur les plans théoriques et pratiques. Je vous parle de la peinture la plus chère du monde. Tenez-vous bien, un tableau de Léonard de Vinci a été adjugé hier 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York. Dernier tableau dû mettre encore en possession d'un collectionneur privé, a laissé loin derrière Les Femmes d'Alger version 0 de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015. La maison d'enchères a estimé à 100 millions de dollars la valeur de cette peinture de 65 cm sur 45, vendue pour 45 livres britanniques seulement en 1958. Bien avant qu'il n'ait été reconnu comme un authentique Leonardo en 2005. On enchaîne avec l'actualité sportive. Les chapeaux du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 sont connus. La répartition des sélections se fait sur la base du classement FIFA du mois d'octobre. Le tirage au sort du tournoi final aura lieu le 1er décembre à Moscou, dont le chapeau 1, Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne et France. Dans le deuxième, Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay et Croatie. Le troisième chapeau, Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sénégal et Iran. Et enfin, le quatrième chapeau, Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Maroc, Panama, Corée du Sud et Arabie Saoudite. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans un instant avec Oumaima Sibila. Merci de rester avec nous.